11h30. Je vous reprends après à 11h35 jusqu'à 1h pour la deuxième partie pour finir le programme de génomique bioinformatique. Je suis vraiment désolé pour hier, j'étais à la fac, il n'y avait pas de connexion de tout. Après plusieurs tentatives, je n'ai pas pu me connecter. Et c'est dommage parce que c'était à l'université où j'avais une réunion, je ne pouvais pas revenir pour me déplacer justement pour faire le cours. Je suis vraiment désolé. Et pour cela, je vais consacrer la journée d'aujourd'hui pour les deux créneaux pour la génomique bioinformatique. Et la semaine prochaine, je vais faire une synthèse pendant les 2 séances de présentiel pour la biochimie métabolique et pathologie moléculaire, et ça sera les 6 exposés qui ont eu lieu. Et bien sûr, je vais faire une synthèse de tous ces exposés et aussi la révision de programmes de génomique bioinformatique et aussi la révision concernant la biochimie métabolique. Alors, je signale encore une chose que dans un petit moment, dans une demi-heure, je prends une capture d'écran pour les présents en EAD que je prendrai en considération pour cette séance et la séance d'après parce que je vois un absentéisme assez important qui est intriguant. Alors, concernant la séance d'aujourd'hui, j'espère que le partage marche à votre niveau et je vais démarrer par vivante. Au-delà de ce protéome, il y a ce qu'on appelle l'interactome. Bien sûr, entre génome et le protéome, il y a le transcriptome. Le transcriptome, ce sont les molécules d'ARN messager ou messager justement qui sont justement responsables de traduire le code génétique sous forme de protéines. Alors, entre génome et protéome, nous avons le transcriptome. Et entre protéome et la fonction des molécules, nous avons l'interactome. Alors, l'interactome est le réseau, comme vous le voyez ici. J'espère que le curseur s'affiche au niveau de vos écrans. Là, vous avez le réseau interactomique ou le réseau interaction protéine-protéine qui permet justement d'assurer la fonction des protéines. Autrement dit, les protéines, pour qu'elles soient fonctionnelles, elles interagissent entre elles-mêmes pour arriver à ce qu'on appelle une fonction bien définie. Alors, si le génome est le code de la vie, les interactions protéine-protéine représentent le système de communication. Donc, c'est l'Internet de nos corps. C'est comme si vous avez un modem qui est responsable de générer la connexion. Le modem, pour moi, c'est le génome. Et maintenant, quand il y a le Wi-Fi, quand il y a la connexion, ce sont les protéines qui assurent ceci, ce sont les rayons qui assurent cette connexion et vous pouvez vous connecter grâce à ce réseau qui est dans l'air et bien sûr, ce réseau pour nous représente les interactions protéine-protéine qui sont générées grâce à des liaisons covalentes, non covalentes, de Van der Waals, de électrostatiques, d'hydrogène, etc. Et bien sûr, ces interactions ne peuvent avoir lieu que si et seulement il y a les protéines qui sont exprimées. Autrement dit, le génome donne la vie à la protéine et la protéine donne la fonction pour la vie cellulaire. Alors, si je résume la protéomique, au jour d'aujourd'hui, nous parlerons de différentes visions de la protéomique. Il y a la protéomique fonctionnelle, la protéomique structurale et la pharmacoprotéique, pardon. Alors, si je parle de la protéomique fonctionnelle, ce sont les interactions protéine-protéine que nous allons aborder dans cette séance, aujourd'hui et la séance d'après. Et bien sûr, nous allons parler de certaines techniques, notamment la technique de double hybride, TAP-TAC, MS-MS, etc. Alors, concernant la protéomique structurale, celle-ci, elle est beaucoup plus détaillée dans la matière d'ingénierie structurale et fonctionnelle des protéines. Et là, il s'agit d'élucider les structures tridimensionnelles de toutes les protéines d'intérêt par cristallographie, par RMN et par d'autres techniques. Mais principalement dans l'ISF, vous parlerez de la cristallographie et de la résonance magnétique nucléaire. Et aussi, il y a la pharmacoprotéomique qui s'intéresse aux protéines synthétiques ou aux molécules synthétiques à visée thérapeutique, dont le principe est actif et il a une fonction pharmacologique. Et là, on parle de pharmacoprotéomique. Alors, le génome, comme tout le monde le sait, il s'agit d'un ensemble de gènes d'un organisme ou d'une espèce. Et bien sûr, le protéome est l'ensemble des protéines d'une cellule ou d'une organelle
ou exprimées à un instant bien donné, justement pour assurer des fonctions bien déterminées sous des conditions bien données. Alors, rappel rapide concernant la synthèse protéique. Monsieur, Oui, oui, je vous entends. pardon, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'accepter les autres étudiants? Ils sont en train d'attendre. L'acceptation est automatique. L'admission est automatique. J'ai activé l'admission automatique. Donc, D'accord, merci. si ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Ça va venir. C'est automatique. Je n'ai pas besoin de revenir pour accepter. J'ai l'acceptation automatique. Electrospray et Maldives TOF ou MS que nous avons détaillé les semaines passées. Et ces protéines, une fois elles sont exprimées à l'état libre, soit elles sont fonctionnelles en tant que telles, soit elles doivent interagir entre elles pour assurer une fonction biologique. Et là, je parlerai de l'interactome. Ça veut dire que c'est l'interaction protéine-protéine ou l'interactomique si je m'intéresse à la technologie qui permet justement de déterminer ces différentes interactions. Alors, il y a une chose qu'il faudra peut-être préciser, c'est que je parlerai d'un prend le terme global, interactant veut dire interaction, mais pas forcément protéine-protéine. Le fait de parler de homme, c'est par rapport aux protéines. Alors, quand je dis homme ici, c'est protéines. La technique est appelée, ou bien la science est omique, d'accord? Tout ce qui est omics en anglais. Alors, omique, c'est par rapport aux protéines. Mais là, pour dire que l'interaction en français, ça peut être interaction entre une protéine et une autre molécule de nature non protéique. Ça peut être aussi interaction, c'est une interaction. Mais si maintenant je parle de l'interactome dans ce contexte, je ne parlerai que d'interaction protéine-protéine. Autrement dit, les deux partenaires qui s'engagent dans une liaison, dans un réseau, ne peuvent être que des protéines tous les deux. Et du coup, ces partenaires sont protéiques et on parle de l'interactome par rapport aux protéines et non pas par rapport à un acide nucléique, protéines, lipides, protéines, acides gras, protéines, sucre, etc. Et du coup, là, il s'agit de l'interactome spécifiquement inhérente et déduit uniquement des interactions qui sont établies entre une protéine et une autre. Alors, bien sûr, la protéine est importante dans pour la vie cellulaire. Il s'agit d'une macromolécule biologique qui est composée, comme tout le monde le sait, par un enchaînement de plusieurs acides aminés reliés par des pentes des sulfures. Je parlerai d'une chaîne polypeptidique. Et bien sûr, la structure primaire est ainsi. Après secondaire et tertiaire, comme on l'avait déjà dit, c'est un rempliment de la structure primaire où la chaîne aliphatique N-terminale, C-terminale, va justement être composée en hélice alpha et feu bêta avec des coudes ou je dirais des boucles qui, bien sûr, font les raccords entre les hélices alpha et les feux bêta. Je parlerai de structure secondaire et bien sûr le rempliment ou le surenroulement de cette structure secondaire en l'occurrence hélice alpha et feu bêta, donne lieu à ce qu'on appelle la structure tertiaire qui est seule la fonction ou la structure fonctionnelle. L'état fonctionnel des protéines est justement la structure 3D de ces protéines qui est bien sûr très complexe et elle va influencer sur le rôle que jouent les protéines dans pour la vie de la cellule. Et là, vous avez des différentes représentations de structures primaires, secondaires, tertiaires et même quaternaires des protéines. Je rappelle que quaternaire, c'est quand il s'agit d'une protéine composée au moins de deux chaînes polypeptidiques qui vont se lier entre elles par des pentes des sulfures. Je parlerai de structure 4D. Quels sont les différents rôles maintenant des protéines? Bien sûr, étant donné que ces protéines sont des éléments essentiels dans la vie cellulaire, elles peuvent dans ce cas-là jouer plusieurs rôles, notamment un rôle structural A, comme le cas de l'actine, les filaments d'actine, de fibrine, etc. Tout le monde sait qui stabilisent la cellule et je parlerai d'une cohésion structurelle assurée par ces protéines. Les filaments de l'actine, c'est le cytosquelette et ce cytosquelette est formé exclusivement des protéines ayant un rôle structural. Deuxième rôle, c'est un rôle de mobilité, de mouvement. Tout le monde sait que les protéines peuvent bouger. Bien sûr, on parle de recrutement cellulaire, on parle de mobilité
protéiques. Alors, les protéines, pour qu'elles bougent, elles ont besoin, pour que la cellule bouge, pardon, et qu'elle arrive à l'endroit où elle doit agir, notamment par exemple les cellules inflammatoires, les neutrophiles et les macrophages et les lymphocytes T et B aussi. Ces cellules bougent grâce à une mobilité et cette mobilité est assurée par des protéines ont un rôle de mouvement, de mobilité, de déplacement et bien sûr là je donne le cas de la myosine. Donc le système myosine fibrine assure justement les microfibrines, assurent le rôle de mobilité pour les cellules. Troisième rôle est un rôle catalytique. Tout le monde sait que maintenant, le rôle catalytique des protéines est bien sûr spécifique aux enzymes qui ont un site catalytique enzymatique. Et bien sûr, ces enzymes agissent grâce à leur site catalytique ou site fonctionnel qui leur permet justement de se lier à leur substrat par haute affinité et produire un produit qui serait la réponse physiologique à la cellule suite à cette interaction enzymatique, enzyme-substrat. Et bien sûr, il y a différentes classes d'enzymes, 7 classes pour être plus précis, et ces 7 classes assurent les différentes activités catalytiques et mécanistiques au niveau cellulaire. Nous avons un quatrième rôle qui est le rôle, donc 1, 2, 3, 4, c'est le rôle de régulation et de la compaction de l'ADN, comme les histones. L'ADN, bien sûr, peut être allongé, comme il peut être compact, il peut être dense, comme il peut être non dense. Et cette densité relative ou qui bouge, bien sûr, elle est tributaire de la présence des protéines appelées histones qui sont intimement liées à l'ADN et qui, bien sûr, assurent cette compaction, régule ou module cette compaction. Et l'ADN, s'il est compact ou il est non compact, dense ou non, c'est grâce à ces histones qui sont collés à lui et qui lui permettent justement d'assurer cette flexibilité, cette compaction. Et du coup, je parlerai d'une structure hélicoïdale de l'ADN dépendante de la présence des histones. Et bien sûr, elle est importante, cette conformation spatiale pour l'ADN par rapport à l'activation, à la stimulation de l'ADN pour générer des protéines. Et du coup, vous voyez bien que l'ADN est important, mais aussi, il dépend d'une protéine et pour exprimer une autre protéine et pour dire que maintenant, c'est la protéine qui est l'élément crucial au niveau cellulaire, même si l'ADN a son importance, mais lui, il dépend des protéines. Il y a aussi le cinquième rôle qui est assuré par les protéines au niveau cellulaire, c'est le rôle d'expression des gènes. Il n'y a pas uniquement l'aspect structural de l'ADN, mais aussi son activité. Et quand je dis activité, ça veut dire est-ce que l'ADN dépend de protéines pour qu'il agisse? Oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que certaines protéines qui activent l'ADN au niveau de promoteurs et rapporteurs, et on parle de facteurs de transcription, ces facteurs de transcription sont des protéines qui, une fois activées, vont agir au niveau de promoteurs, au niveau de la partie qui devrait activer le codon pour une protéine, et autrement dit que l'ADN est alerté grâce à ces facteurs de transcription de nature protéique. Et là, en somme, l'immense majorité des fonctions cellulaires est assurée justement par les protéines. Je récapitule, nous avons grossièrement 5 rôles principaux pour les protéines au niveau cellulaire. Un rôle structural, comme l'actine, un rôle de mobilité comme la myosine, un rôle catalytique comme les enzymes, un rôle de régulation de la compaction de l'ADN comme les histones, et nous avons un rôle de l'expression des gènes au niveau de l'ADN comme les facteurs de transcription. Cette histoire de fonction facteur de transcription sur l'ADN, nous allons la détailler comme il faut lors de la deuxième séance à 11h35, Inch'Allah. Maintenant, l'objectif de cette présentation, de ce cours, est justement d'étudier les interactions protéines-protéines. Et quand je parle d'interaction protéine-protéine, ça veut dire que je dépasse le niveau génomique, je dépasse le niveau transcriptomique, je dépasse le niveau protéomique, crucialement détaillé les semaines passées, et j'arrive à l'interactomique qui va être traité aujourd'hui et qui assure la fonction des protéines
qui ne pourrait que être tributaire de cette interaction protéine-protéine. Et du coup, nous avons deux petits objectifs concernant cette présentation. Premièrement, le premier objectif concerne se familiariser avec les techniques d'analyse des interactions protéines-protéines. Nous allons énumérer 4 techniques les plus principalement utilisées concernant l'interactomique. Nous allons faire 3 maintenant et une on la laisse pour la séance 2 pour finir le cours. Et bien sûr, nous allons aussi montrer l'importance de ces analyses expérimentales qui peuvent s'effectuer soit au niveau du système in vitro, soit au niveau des systèmes cellulaires in vivo, et ça, selon la technique, qu'elle soit réalisée in vitro ou in vivo, ou les deux à la fois, et vous allez voir qu'il va y avoir des techniques appelées hybrides, où la technique peut commencer à se faire in vitro, pardon, et elle finit in vivo, ou bien l'inverse. Alors maintenant, pourquoi étudier les interactions protéines-protéines? C'est pour comprendre la fonction cellulaire des protéines, et bien sûr, si je dois comprendre cette fonction, je dois savoir est-ce qu'il y a une capacité de ces protéines à former des complexes entre elles. Et bien sûr, je vais voir la réplication, la transcription, la traduction, le contrôle de cellules, cycle cellulaire, la transduction de signal, le métabolisme. Alors, toutes ces étapes, tous ces niveaux bien sûr, on a besoin des interactions protéines-protéines. Et du coup, ça commence par une réplication protéique, par une transcription, par la traduction, et ça contrôle le cycle cellulaire et aussi une transduction de signal, donc une activation cellulaire, et cette activation est justement tributaire des fonctions physiologiques qui sont à assurer, notamment les métabolismes, etc. Et là, il y a une importance par rapport à ces complexes protéines dont l'aspect fonctionnel est appelé interactome. Alors, voilà un exemple d'une carte appelée interactomique d'un nématode, donc d'un parasite. Et là, c'est le parasite appelé, si je ne le prononce bien, Caenorhabditis elegans. Et là, vous voyez qu'il y a une masse d'interaction entre plusieurs protéines. Bien sûr, ce qui est coloré en les sphères ou les boules qui sont colorées en plusieurs couleurs, ce sont les protéines. Et bien sûr, ce qui est en flèche, ce sont les différentes liaisons, notamment des liaisons covalentes, non covalentes, hydrogène, etc. Ce sont les interactions que vous connaissez. Et là, vous voyez que rien que pour ce petit parasite, regardez le nombre d'interactions entre protéines pour assurer justement la fonction cellulaire physiologique. Alors, plus les protéines possèdent d'interactions communes, plus elles doivent être fonctionnellement reliées. Autrement dit, l'interaction protéine-protéine n'est qu'une conséquence, n'est qu'une condition, d'une fonction. Autrement dit, les protéines, si elles doivent être fonctionnelles, elles doivent être reliées entre elles. Et cette relation est appelée interaction protéine-protéine. Donc, analyser les réseaux d'interaction permet, ou c'est l'équivalent, d'apporter de l'information sur la fonction cellulaire des gènes protéines. Et du coup, c'est important de le faire. Alors, il y a une chose que je voudrais aussi annoncer par rapport à ces interactions protéine-protéine. Pardon. Pardon, monsieur. Oui, je vous entends. Attendez une minute. Monsieur, oui. Les autres n'arrivent pas à rejoindre à la séance. C'est bon, maintenant c'est bon. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Désolé pour ce retard, monsieur. Évidemment, nous avons trouvé quelques soucis à l'accès à la plateforme. Pas de problème. Bienvenue, vous êtes arrivé. C'est un problème de connexion parce que l'admission est automatique. Donc, nous avons déjà démarré la séance il y a 26 minutes et nous allons poursuivre. Nous sommes à la diapositive numéro 13.
Alors, ce que je dois dire aussi, c'est que par rapport à ces interactions protéines-protéines, c'est vrai que maintenant, j'ai donné une carte appelée carte interactomique, et cette carte interactomique englobe toutes les interactions entre une protéine et une protéine. Et maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que on peut maintenant, par bioinformatique, suite à la formation et à la conception des bases de données qui sont appelées bases de données dédiées spécialement à l'interactomique, je peux à travers un génome faire ce qu'on appelle une carte interactomique où je porterai des annotations au niveau du génome, autrement dit, la construction d'une carte, celle-ci, celle que je viens de présenter à l'instant, pardon, celle-là, elle a été réalisée aussi, déduite par bioinformatique, donc simulation par des bases de données. Et là, je pourrais construire une carte interactomique ou carte d'interaction qui serait un outil très important pour justement aider à l'annotation fonctionnelle des séquences génomiques d'organismes dont le génome est bien sûr complexe et peut étudier. Autrement dit, j'ai cette carte interactomique et cette carte interactomique, par exemple ici de la drosophile, pardon, une minute. J'ai coupé, je reviens. Pardon. Alors, j'avais dit que maintenant, au lieu de faire des interactions ou bien des expériences, les techniques concernant les interactions protéines-protéines, dans la bioinformatique, nous avons pu avoir une base de données spécialement justement aux interactions protéines-protéines, et celle-ci, elle permet de prédire les interactions protéines au niveau de le génome. Et je parlais de l'annotation fonctionnelle des séquences génomiques. Autrement dit, grâce à ces interactions protéines-protéines, que j'ai pu justement déduire à travers une base de données que je donnerai vers la fin de la séance, après, pas maintenant, bien sûr, nous avons pu avoir des étiquettes ou des annotations, ça veut dire je vais définir les endroits au niveau de l'ADN où les protéines, une fois exprimées, vont interagir plus tard. Autrement dit, sans qu'il y ait expression des protéines, à travers l'ADN, je pourrais délimiter les parties qui codent pour certaines protéines qui doivent interagir entre elles plus tard, une fois exprimées, sans arriver à l'interactomique. Donc, c'est une prédiction, une prévention, savoir à l'avance quelles sont les protéines qui vont interagir entre elles-mêmes pour assurer une fonction au niveau de l'ADN. Ça, c'est très intéressant. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez compris ou je le répète. Cette histoire d'annotation fonctionnelle. Oui, oui. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez répéter, monsieur. D'accord. Je répète cette partie, oui. À partir du génome, on ne peut pas connaître l'interaction protéine et protéine. Mais à partir de l'interaction, on connaîtra le génome, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'avais dit que au niveau du génome, on n'a aucune information concernant les fonctions protéiques, oui ou non? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On n'a aucune information concernant cela. Mais maintenant, il y a une base de données qui a été conçue qui permet de prédire les fonctions des protéines qui interagissent entre elles justement pour assurer cette fonction à partir de génome. Autrement dit, je parlerai des annotations fonctionnelles. C'est-à-dire au niveau de l'ADN, il va y avoir, selon cette base de données, il va y avoir des parties codifiées par des couleurs, d'accord? Et ces couleurs indiquent que, par exemple, une protéine qui est exprimée dans le codon 1 à 10, je donne des exemples comme ça arbitraires, pourrait interagir avec la protéine qui va être exprimée au niveau du codon, par le codon 20 ou je dirais 100 à 110, et c'est le codon 110 et 110 et 120 porteraient la même couleur. Alors, cette même couleur indique que les protéines, une fois exprimées, elles vont interagir entre elles pour assurer une fonction. Autrement dit, à travers la codification ou le code couleur au niveau de l'ADN, je parlerai d'annotation fonctionnelle qui prédite, c'est une prévision, c'est une simulation. Si les protéines sont exprimées plus tard, elles vont automatiquement interagir entre elles pour assurer une fonction bien définie. Ça veut dire que les deux protéines, séparément au niveau de l'ADN, si elles sont exprimées isolément, elles ne peuvent jamais assurer une fonction que si seulement si elles vont interagir entre elles. Vous m'avez compris ou pas? Et là, c'est une prédiction de cette carte interactomique. Et cette carte interactomique, elle est déduite suite à ces interactions protéine-protéine. Et bien sûr, je vais introduire
des protéines, au niveau de l'ADN, au niveau par exemple, de la base de données, et les protéines que je ne connais pas, je ne sais pas est-ce qu'elles vont interagir entre elles ou pas, je vais travailler sur cette base de données, et au niveau de l'ADN, il va me dire voilà les deux parties qui codent pour ces protéines, et ces protéines, si elles interagissent entre elles, il va me dire voilà la couleur, et je verrai si la couleur indique qu'il y a interaction ou pas. Et là, c'est une prédiction de l'interaction protéine-protéine au niveau de la carte, au niveau de l'ADN. Je parlerai d'une construction d'une carte d'interaction protéine-protéine qui permettrait justement la notation fonctionnelle des séquences génomiques. Généralement, on ne connaît pas toutes les fonctions au niveau du génome, d'accord? En introduisant ces protéines d'intérêt qui m'intéressent, là, bien sûr, je saurai est-ce que ces protéines interagissent entre elles. Et ça, c'est in silico, ce n'est pas bioinformatique. J'ai fait juste une simulation. Mais sinon, il faudra le confirmer par des expériences réalisées. Et ces expériences, vous allez le voir dans un petit moment. Est-ce que ça va par rapport à cette histoire d'annotation fonctionnelle de l'ADN qui permettrait justement de prédire les fonctions ou les interactions protéines-protéines qui sont fonctionnelles? Est-ce que ça va, mademoiselle Houssini? Oui, monsieur. Donc, tout simplement, à partir d'une base de données, on pourra connaître l'interaction. On pourra connaître les protéines qui peuvent être en interaction entre elles et leur placement dans les Tout à gènes. fait, tout à fait. Vous l'avez très bien résumé, d'accord? Et bien sûr, ces interactions protéines-protéines, elles sont déduites suite à cette base de données, mais il faut le confirmer par expérience. Ça, c'est juste une. Ça veut dire que si je dois faire une interaction protéine-protéine, une expérience, je dois d'abord savoir est-ce que mes protéines interagissent entre elles ou pas, sinon c'est du gâchis. D'accord? Si oui, il faudra le confirmer parce que ce n'est qu'une base de données. Il se pourrait que les protéines subissent des modifications post-traductionnelles qui empêchent l'interaction ou autre chose, des mutations. Vous comprenez? Ça veut dire que théoriquement, les protéines doivent interagir entre elles selon cette base de données, mais il faudra confirmer que vos protéines interagissent réellement par expérience. Et si c'est le cas, ça veut dire elles devraient être fonctionnelles ensemble. Oui. Monsieur, vous avez dit que la même couleur indique que ils vont réagir avec Entre elles-mêmes. entre elles, voilà. Est-ce que ça veut dire que ils sont similaires, identiques? Non, ce n'est pas similaire. Les Ah, protéines ne sont pas d'accord. similaires. Interaction, juste C'est l'interaction. D'accord. Voilà, qu'il y a une interaction entre ces protéines. Vous comprenez? C'est un code couleur. Le code couleur indique que, heureusement que c'est la même couleur. Si ce n'est pas la même couleur, je ne pourrais jamais savoir quelle protéine interagit avec l'autre. Et en regardant la couleur, que je dirais la couleur rouge, par exemple, de protéine 1 interagit avec la protéine 19, et ainsi de suite. Vous comprenez? D'accord? Vous m'avez compris? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Super. Voilà en ce qui concerne la construction d'une carte d'interaction qui serait un outil important pour prédire les fonctions des protéines. Je parlerai d'annotation fonctionnelle au niveau de l'ADN. Retenez ça et ne pas l'oublier, c'est important. Et bien sûr, ici, regardez, pardon. Ici, si j'agrandis, vous allez voir, ça c'est la carte interactonique de la drosophile, de la mouche drosophile. Et ici, regardez le nombre d'interactions et le code couleur ici, bon, il y a 3 niveaux. Donc, vous avez le jaune, le bleu et le vert, et après le vert clair ou bien le blanc. Et ici, bon, je vous envoie la présentation juste après le cours. Vous regarderez le détail. Là, ce sont les couleurs indiquent les différentes. D'abord, il y a ici 4 niveaux, 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, le niveau, le jaune correspond, si j'arrive à lire, moi-même, je n'arrive pas à lire. Pardon. C'est la localisation protéique. Par exemple, le vert, ce sont les protéines nucléaires. Le bleu, ce sont les protéines cytoplasmiques. Et le jaune, ce sont les protéines membranaires, extracellulaires. Et là, donc, nous avons ici, ça c'est extracellulaire ou membranaire. Ici, c'est cytoplasmique.
et le vert, ce sont les protéines nucléaires. Ça, c'est les trois niveaux, d'accord? Maintenant, concernant les sphères ou les boules qui sont colorées, ça indique les différentes localisations des protéines. Par exemple, ici, le rouge, ce sont des protéines extracellulaires. Le jaune, elles sont mitochondriales. Le noir, elles sont au niveau de Golgi. Le vert clair, c'est le lysosome. Le bleu, par exemple, ce sont des protéines ribosomiques. Et ainsi de suite, d'accord? Et là, bien sûr, nous ne l'avons pas fait manuellement, c'est la plateforme qui le donne. Et là, ça nous facilite l'histoire d'interaction entre plusieurs protéines, et aussi ça donne la localisation de ces interactions, et aussi la localisation de ces protéines. Autrement dit, on peut avoir des protéines qui sont nucléaires, mais qui interagissent avec des protéines qui sont cytoplasmiques, c'est normal, parce et là, ce sont les protéines impliquées dans les voies de signalisation. Alors, chaque protéine est colorée selon son annotation génique, ontologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour cette drosophile, nous avons 2346 protéines qui établissent 2268 interactions qui sont possibles. Autrement dit, si je vous pose la question par rapport à cette planche, et je vous dis quel est le protéome de cette espèce, vous allez me dire c'est 2346 protéines. Quel est l'interactome? C'est 2268. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant par rapport à Oui, cette... monsieur. Oui. Super. Très bien. Maintenant, je vais aborder globalement quels sont les types d'interactions possibles avant d'aller vers les techniques qui permettent d'élucider les interactions protéine-protéine. Nous avons trois concepts à retenir. Premièrement, nous avons les complexes obligatoires ou les interactions obligatoires. Nous avons les interactions ou les complexes non obligatoires. Et nous avons les complexes ou les interactions transitoires. Alors, je commencerai par les obligatoires. Cela veut dire que les deux partenaires, les deux protéines, n'existent pas isolés. Autrement dit, automatiquement, dès que les protéines sont exprimées, elles sont obligatoirement interconnectées, liées sur elles-mêmes, ou entre elles-mêmes, pardon, pour former ce qu'on appelle des complexes protéiques. Ça, c'est obligatoire. Autrement dit, les deux protéines isolées, libres, je dirais, à l'état libre ou à l'état isolé, n'assurent aucune fonction. Ça, c'est le premier concept. Si je vous demande de me donner un exemple, il serait lequel le plus connu, le plus facile à donner? Interaction obligatoire entre une protéine et une autre. Ça veut dire que la protéine se retrouve tout le temps collée à une autre protéine. Donnez-moi des exemples. Enzyme ligand. Ziet, vous m'entendez, oui ou non? Oui? Qui parle? C'est moi, madame. Ah, monsieur. Oui, Un oui. enzyme ligand. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que obligatoire, autrement dit, que l'enzyme Non. est tout le temps collé à son substrat? Non. Donc, ça, ce n'est pas le bon exemple. Alors, vous me dites hémoglobine, mademoiselle Bunkwider-Enfeld, hémoglobine. Je dis non, quand vous dites hémoglobine, l'hémoglobine est une protéine, d'accord? Une seule protéine. Ils n'ont pas plusieurs protéines. Et l'hémoglobine est une protéine composée de 4 chaînes, d'accord? 4 unités, qui mettent en sandwich le lemme ou le fer. Mais le fer n'est pas une protéine. Donc, même si le fer et l'hème est lié aux protéines, aux sous-unités, aux 4 sous-unités de l'hémoglobine, mais ce n'est pas interaction protéine-protéine. Donc, la réponse est fausse. Alors, Hadji Mariam, elle vous dit les 2 sous-unités du ribosome. Non. Quand on parle de sous-unités de ribosome, donc on parle d'une protéine composée de 2 sous-unités. Et là, ce n'est pas 2 protéines. D'accord? Si vous parlez de protéines ribosomales, oui, plusieurs protéines. Mais non pas Mais, d'ailleurs, le mot homme, ça veut dire qu'il y a plusieurs protéines. Mais ici, les protéines ribosomales, c'est vrai qu'elles travaillent ensemble,
mais elles peuvent être à l'état repos isolées. Donc, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que vous entendez parler de protéines chaperones? Oui, monsieur. C'est quoi les protéines chaperones? Les protéines chaperones, c'est quoi? Les protéines chaperones, ce sont des protéines. Le RCPG avec la protéine G. Non, le récepteur à protéine G. Oui, oui, ça c'est un très bon exemple. Je vous remercie, mademoiselle Hadji. C'est un bon exemple où nous avons un récepteur couplé à une protéine G et ça c'est automatique. La protéine G est collée à la. Ça c'est un très bon exemple. Sinon, l'exemple le plus facile à imaginer, c'est celui des protéines chaperones. Les protéines chaperones, ce sont des petites protéines qui sont tout le temps collées à une protéine mère. Et elles sont appelées chaperones, c'est parce qu'elles ont le rôle d'aider, d'assister la protéine mère, helper. Et là, ce sont des protéines appelées justement chaperones parce qu'elles vont permettre, par exemple, la mobilité de la protéine mère, le transport. Et si maintenant une protéine mère doit transloquer, bouger vers un autre endroit, c'est justement grâce à des protéines chaperones et aussi assister à leur maturation de protéines, comme il le dit M. Zatchi Sahrawi. Et là, nous avons des protéines appelées chaperones dont le rôle est justement d'assurer le transport, la maturation, la fonction, la maturité des protéines mères. Et là, cette protéine est tout le temps collée à la protéine mère. Et si elle n'est pas liée à cette protéine mère, elle n'a aucun rôle. Donc, c'est une interaction obligatoire. Autrement dit, si on isole les protéines, si on cherche le protéome, c'est automatiquement ces protéines sont ensemble. Et là, il s'agit d'une interaction obligatoire. Est-ce que ça va par rapport au premier exemple, par rapport à la première catégorie des complexes interactomiques ou protéines? Ça va? Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. On peut considérer dans le cas des protéines du même type, elles doivent être hétérodimères, plutôt comment dire? Oui, non, pas hétérodimères. Genre la même protéine, elle doit se complexer. Des isoformes. Voilà, pour être fonctionnelle. Est-ce qu'on peut les considérer dans ce cas? Non. Par exemple, quand on parle d'isoformes, si j'ai bien compris votre question. Pardon. Si on parle d'isoformes, on parle de plusieurs protéines qui sont presque similaires. Mais elles ne doivent pas être automatiquement liées entre elles-mêmes pour assurer une fonction. D'accord? Par exemple, la protéine BAX. La protéine quoi? La protéine BAX. La protéine BAX? Oui. Oui, alors? Il y a une autre protéine BAX pour qu'elle puisse faire l'apoptose. Oui, mais est-ce qu'au début, la protéine BAX et l'autre protéine BAX sont automatiquement exprimées ensemble? Elles sont liées au début? Non. Non, si elles ne sont pas liées au début, ça veut dire qu'au début, elles sont libérées à l'état isolé, elles peuvent coexister ensemble d'une manière isolée, mais une fois il y a une fonction, elles vont s'assurer, elles vont s'associer, d'accord? Et cette interaction, cette fixation assure une fonction. Autrement dit, c'est une fixation ou c'est une liaison non obligatoire. Au début, elles sont au repos. Vous comprenez? Elles ne sont pas liées. Une fois elles s'associent, on parle d'une interaction qui génère une fonction et elle est obligatoire dans la fonction, mais sinon, structurellement parlant, les deux protéines sont exprimées à l'état isolé. Le cas des protéines chaperones et même des protéines ribosomiques peut être juste, même si je suis un peu sceptique par rapport aux protéines ribosomiques, parce que quand il n'y a pas fonction ribosomique, les protéines sont isolées, sont au repos, mais elles interagissent entre elles justement pour assurer une fonction, et là, c'est la traduction, la maturation au niveau ribosomique. Ou bien, je dirais, la transformation de messages ARN en messagers en protéines. Maintenant, la protéine chaperone, je dirais, c'est le meilleur exemple à retenir si je vous le demande un jour de donner un exemple, c'est celui-là qu'il faudra donner, c'est l'exemple le plus facile à retenir. Les protéines chaperones sont automatiquement des protéines exprimées, quand elles sont exprimées, quand elles sont synthétisées avec leurs protéines mères
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont appelées chaperones, parce qu'elles sont tout le temps liées à ces protéines mères dans le rôle et le transport, la maturation des protéines, etc. D'accord? Voilà l'exemple, le premier exemple et la première catégorie de complexes obligatoires. Maintenant, nous avons le deuxième cas de figure qui se présente, ce sont les interactions non obligatoires. Alors, ces interactions non obligatoires, là, je parlerai de la définition suivante. Chaque partenaire, chaque protéine peut exister séparément. On vient de donner l'exemple de BAX1 et BAX2. BAX1 et BAX2, au début, elles sont exprimées, elles sont synthétisées par la protéine. Elles sont à l'état de repos. L'état de repos fait que les protéines ne vont pas interagir entre elles. Elles sont isolées. Elles coexistent ensemble à l'état isolé. Mais leur fonction est obligatoire et leur fonction nécessite qu'elles soient en interaction et du coup, l'obligation, c'est par rapport à la fonction et non pas par rapport à l'interaction permanente. D'accord? Et là, le cas de protéines que vous avez donné, si je vous demande de donner d'autres exemples les plus simples à retenir, lesquels pour vous, pour une interaction non obligatoire? Vous avez donné l'exemple d'enzyme substrat. Enzyme substrat, au début, c'est les deux protéines, voilà, enzyme substrat et non pas ligand. Je dirais récepteur ligand ou protéine ligand. Et quand il s'agit d'enzyme, je parle enzyme substrat. Alors, enzyme substrat, ça veut dire que nous avons deux protéines exprimées ensemble. Au début, les deux protéines sont isolées, donc coexistent ensemble à l'état séparé, mais l'interaction n'est pas obligatoire tout le temps. C'est quand il y a une fonction à assurer, une réponse physiologique qu'on doit justement assurer. Là, l'enzyme va se lier à son produit, à son ligand, pardon, à son récepteur, pardon, à son substrat, pour être plus juste. Et cette interaction enzyme-substrat génère ce qu'on appelle un produit. Et ce produit est une protéine qui est maintenant libre, mais qui va assurer une fonction bien définie. Monsieur, pardon. Vous avez dit que l'interaction enzyme-substrat, mais substrat, il peut être d'une nature non protéique. Ou dans le cas d'un interaction protéine. Eh bien, on précise Il dans faut le cas. dire ligand, non? On précise que dans le cas de substrat, dans ce contexte-là interactomique, j'avais évoqué tout à l'heure que quand je dis interactomique, ça peut être n'importe quelle interaction entre protéines, autres molécules de nature non protéique. Mais dans le contexte aujourd'hui, si je parle d'interactomique, je ne parlerai que de protéines, d'accord? Quand je dis substrat, c'est clair que je fais allusion à des substrats protéiques, d'accord? Et non pas sucre ou autre, d'accord? Maintenant, vous avez compris ma réponse ou non? Oui, monsieur, j'ai compris. Donc, si dans le contexte interactomique, si je parle de génomique, transcriptomique, protéomique et interactomique, à partir du moment où je parle de protéomique, donc toutes les interactions entre protéines et protéines. Si je donne l'exemple d'enzyme substrat, automatiquement, je fais allusion à un substrat protéique et non pas autre. D'accord? Maintenant, si on dit ligand, c'est plus vaste. Quand je dis ligand, je ne fais pas enzyme, je dis ligand, récepteur ligand. Ça veut dire que l'enzyme, que le ligand est protéique et que la première molécule partenaire n'est pas enzyme, est un récepteur. Comme le cas, par exemple, tout à l'heure, je donne l'exemple insuline, récepteur à l'insuline, l'IRS, d'accord? Exemple. Maintenant, mademoiselle Nafisa Djadi donne une autre définition aux interactions obligatoires et non obligatoires. Et elle génère une autre information, c'est par rapport à la stabilité structurale. Je préfère laisser cette histoire de stabilité structurale dans un petit moment. Elle arrive juste après cette diapositive. D'accord? Et là, nous allons parler de cette histoire de stabilité structurale. Voilà. Monsieur, l'interaction entre anticorps et antigènes. Antigène-anticorps aussi, très bon exemple. Et là, nous avons l'interaction, elle n'est pas obligatoire au début. Les deux protéines existent séparément, mais l'interaction est obligatoire juste pour neutraliser l'antigène. Et là, pas obligatoirement, chaque fois l'anticorps, quand il est là, il interagit avec l'antigène. D'accord? C'est une fois l'antigène est pathogène et qu'il est là que l'anticorps va se fixer dessus. J'arrive maintenant à la troisième catégorie de nos différents complexes protéiques. Pardon.
Et bien sûr, il s'agit maintenant des interactions transitoires. La stabilité du complexe est très faible. Alors, qu'est-ce que c'est transitoire pour vous? Transitoire, ça veut dire qu'elle est très rapide. C'est-à-dire que l'interaction ne nécessite pas un temps très lent et du coup, elle n'est pas durable, elle n'est pas permanente, elle est transitoire. Et là, elle est transitoire, ça veut dire que la stabilité du complexe est très faible. Autrement dit, quand il y a interaction entre protéines et protéines, il faut qu'elle soit rapide parce que si elle demeure dans le temps, si elle dure, le complexe n'est pas stable et du coup, il va y avoir dissociation. Et c'est pour ça qu'on a juste besoin d'une interaction très rapide pour générer une fonction physiologique et après décomplexation, les deux protéines vont se retrouver à l'état libre. L'exemple, c'est l'antigène Et anticorps. les canaux, non, monsieur. Pardon? Il y a des canaux nécessitant la fixation de ligands pour passer des ions. Genre, c'est pas. Par exemple, les canaux ioniques, les récepteurs, tout type de récepteurs, pas forcément ioniques, d'accord? On a besoin, par exemple, l'insuline a son récepteur, l'IRS, les récepteurs à l'insuline. Et là, les récepteurs à l'insuline, on a besoin juste de l'interaction de l'insuline avec son récepteur, et après la libération ou la transduction de signal, mais l'insuline ne va pas rester pour autant longtemps fixée sur son récepteur. L'insuline va être après éliminée, d'accord? Et là, c'est le cas des aussi antigènes anticorps. Elle est transitoire. On n'a pas besoin que l'interaction soit durable. Monsieur, Oui. donc les complexes transitoires, il peut être un complexe non obligatoire. Il peut être non obligatoire. C'est plutôt non obligatoire, je dirais. Hein. C'est plutôt non obligatoire. Parce que s'il est obligatoire, il est permanent. Il n'est pas transitoire. Oui ou non? Oui, c'est vrai. S'il est obligatoire, nous avons la protéine chaperone tout le temps collée à sa protéine mère porteuse. Et du coup, elle est là, elle est permanente. Quand je dis complexe transitoire, je fais allusion aux interactions non obligatoires où l'interaction est très rapide et après, les deux protéines vont se retrouver de nouveau à l'état libre. Voilà en ce qui concerne les complexes, les trois types de complexes, obligatoire, non obligatoire et transitoire. Maintenant, nous allons donner trois types de diversité par rapport à ces interactions avant d'aller vers les techniques qui permettent d'expliquer ou d'évaluer ces interactions protéine-protéine. Alors, nous avons la diversité structurale d'abord, nous avons la diversité fonctionnelle, j'imagine, pardon, voilà, et nous avons la diversité dynamique. Alors, pour détailler ceci, je commence d'abord par la diversité structurale. Alors, selon les travaux de Nolan et Thornan, nous avons la diversité structurale qui pourrait générer deux sortes d'interactions. Pardon. Alors, nous pouvons parler d'interaction structurale appelée homo-oligomère ou hétéro-oligomère. Alors, s'il vous plaît, j'espère que l'animation marche chez vous. Et là, regardez qu'est-ce que je donne. J'appuie, vous aurez ça. Si je vous demande d'expliquer ce que vous observez, vous me dites quoi? C'est quoi ce que vous regardez? Interaction entre deux. Monsieur, on voit deux hélices croisées. D'accord, donc nous regardons des hélices. Est-ce qu'il n'y a pas feuillet bêta? Si, en rouge, en vert. Oui, deux. Si, Alors, monsieur, il y a. Nous Oui, avons deux hélices alpha et deux feuillets bêta. très bien. Il y a des réponses qui sont très justes au niveau de votre chat. Donc, certains parlent de même chaîne, d'autres parlent de deux chaînes homologues. On observe hélice bêta et hélice alpha et feuillet bêta, c'est juste. Bon, vous parlez de deux parce qu'il y a deux couleurs, j'imagine rouge et vert, qui sont identiques. Moi, je dirais, puisqu'on parle d'interaction protéine-protéine, je ne dis pas deux chaînes ou la même chaîne, je dis deux protéines identiques. D'accord? Alors, je réponds à la question posée par mademoiselle Nafissa Jadi qui vous dit, pour identifier les interactions protéine-protéine, est-ce qu'il y a des techniques physiques ou chimiques ou bien juste par les logiciels bioinformatiques? Logiciel bioinformatique, nous avons une base de données que je donnerai vers la fin de la séance 2 après. Les techniques physiques chimiques, ce sont des techniques plutôt biologiques,
que nous allons évoquer dans un petit moment. On a 4 techniques à expliquer. D'accord? Alors, concernant la figure qui présente en face de vous, celle-ci, elle donne référence à 2 protéines, une protéine en rouge et une protéine en vert. Les 2 protéines sont identiques et je parlerai de chaînes identiques ou de protéines identiques. Autrement dit, les 2 protéines ont des chaînes polypeptidiques identiques. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je parlerai d'une interaction homo-oligomère. Si je prends la structure de des protéines, de mes 2 protéines, c'est mes 2 protéines ont des chaînes identiques de N-terminal à C-terminal, je parlerai de l'interaction appelée homo-oligomère. Interaction homo-oligomère, il faudra retenir. Maintenant, je vous donne ça. Qu'est-ce que vous observez? J'imagine que vous allez me dire qu'il y a 2 protéines, parce qu'il y a deux couleurs différentes, mais ces 2 protéines ne sont pas structurellement similaires. Elles ne sont pas identiques. Donc, les 2 chaînes sont différentes. Les chaînes qui composent les 2 protéines sont différentes. Dans ce cas-là, je parlerai d'une interaction appelée hétéro-oligomère. D'accord? Donc, l'interaction protéine-protéine, elle est appelée homo-oligomère dans le cas où les protéines ont la même structure, donc elles sont identiques par rapport à la structure primaire des protéines, donc les chaînes polypeptidiques, de N-terminal à C-terminal, les chaînes sont identiques. C'est le cas des isoformes. Nous avons les mêmes protéines, la même structure, ou des protéines appelées homologues. Ce que vous faites par alignement BLAST ou FASTA. Et là, si on fait l'alignement, on aura des protéines. Les premières protéines qui sortent au niveau du tableau, ce sont celles qui sont les plus homologues, les plus similaires, les plus ressemblables à votre protéine d'intérêt, à rechercher. Et là, ces protéines, si elles interagissent entre elles, je parlerai d'interaction appelée homo-oligomère. Les dernières protéines qui sortent après votre alignement FASTA ou BLAST, celles-ci n'ont pas les mêmes successions d'acides aminés. Autrement dit, je parlerai de chaînes différentes et dans ce cas-là, l'interaction si elle doit avoir lieu entre ces protéines et ma protéine mère, je parlerai d'interaction appelée hétéro-oligomère. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Je vais justement, je vais doucement exprès. Est-ce que vous avez compris ici? Donc, oligomère, dans le cas, homo-oligomère, dans le cas où les protéines qui interagissent entre elles sont semblables, sont similaires, sont homologues, hétéro-oligomères, dans le cas où les chaînes ne sont pas similaires. D'accord? Alors maintenant, je vais je vais juste me contenter d'un endroit, d'une surface au niveau de ces structures, et non pas la structure entière de N-terminal à C-terminal. Je vais me focaliser sur une partie appelée l'association ou la surface de contact. Alors, si maintenant la surface de contact est identique, je parlerai d'interaction isologue. Je répète, si maintenant l'association entre les 2 protéines se fait grâce à des surfaces de contact identiques, je dirais isologue. Donc, interaction homo-oligomère, isologue. Si maintenant la surface de contact n'est pas la même entre les 2 protéines, donc la surface de contact est différente, je parlerai d'hétérologue ou association hétérologue. Mais cette association hétérologue, elle peut être homo-oligomère comme elle peut être hétéro-oligomère. Je vais m'expliquer. D'abord, je reviens à l'histoire de l'association de la surface de contact. Je vous repose la question. Nous avions parlé d'une interaction homo-oligomère et hétéro-oligomère. Si je parle de ces 2 interactions, ça veut dire que je prends en considération toute la chaîne polypeptidique, commençant de N-terminal à N-terminal, de N-terminal à C-terminal, pardon. Là, je parlerai d'interaction homo-oligomère ou hétéro-oligomère. Dans le cas où les 2 chaînes sont 100% identiques, c'est homo-oligomère. Dans le cas où les chaînes sont différentes, je parle hétéro-oligomère. Là, c'est toute la chaîne. Maintenant, je ne vais pas prendre toute la chaîne, je vais me focaliser uniquement sur la partie qui fait l'interaction. D'accord?
vous allez imaginer que quand il y a interaction protéine-protéine, ce n'est pas toutes les chaînes qui sont liées entre elles-mêmes. C'est uniquement, il y a des parties où il y a des liaisons. D'accord? Alors, je vais m'intéresser à ces parties. Si ces parties appelées surfaces de contact sont identiques, je parle d'interaction isologue. Et cette interaction isologue ne peut être que pour les interactions homo-oligomères, étant donné que les deux chaînes sont identiques. Automatiquement, la surface de contact est la même. Maintenant, dans le cas où la surface de contact n'est pas la même, elle est différente, j'aurai le type d'interaction serait appelé association hétérologue. Hétérologue, pourquoi? Parce que la partie de contact n'est pas la même entre la protéine A et la protéine B. Et là, j'aurai les deux cas qui peuvent se présenter, soit hétérologue homo-oligomère ou hétérologue hétéro-oligomère. Alors, hétérologue, c'est par rapport à la surface de contact qui n'est pas la même. Elle peut être homo-oligomère, ça veut dire que nous avons des protéines qui sont identiques, mais la surface de contact n'est pas la même. Ça veut dire que nous avons des acides aminés différents de part et d'autre qui interagissent entre eux. Et là, je parlerai d'interaction hétéro-oligomère. Comme ça peut être homo-oligomère, par exemple, nous avons des parties, des protéines qui ne sont pas identiques, mais les motifs de contact non sont les mêmes. Et là, je parlerai d'une interaction, d'une association isologue pour une interaction hétéro-oligomère. J'espère que vous m'avez compris, sinon je répète. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter? D'accord. Alors, je répète par rapport à l'histoire de... D'abord, il y a interaction homo-oligomère ou hétéro-oligomère. Si je dis homo-oligomère ou hétéro-oligomère, je vais prendre toute la chaîne polypeptidique des deux protéines. Si les deux protéines sont identiques, elle est homo-oligomère. Si elles ne sont pas identiques, c'est hétéro-oligomère, ça c'est clair. Maintenant, je vais voir une autre définition, un autre aspect, c'est l'association. Elle peut être isologue ou hétérologue. Alors, vous allez imaginer, vous devez savoir que maintenant, les chaînes, les deux protéines, quand elles interagissent entre elles, elles ne vont pas le faire avec toutes leurs chaînes polypeptidiques, de A à Z. De N à C terminal. C'est uniquement une partie qui va permettre le contact. C'est comme si vous allez saluer quelqu'un. Vous donnez que la main. Vous n'êtes pas obligé de faire l'embrassade. D'accord? Ce n'est pas tout le corps. Et là, main à main, c'est l'association. Même si nous avons deux personnes jumelles, je dirais homo-oligomère. Donc, les deux personnes sont semblables, c'est des jumelles. Mais maintenant, leur association, c'est avec les mains. Main et main, pareil, donc je parlerai d'une association isologue. Maintenant, je peux avoir les deux personnes jumelles qui se ressemblent à 100%, mais qui une fois elles se saluent, une donne la main et l'autre donne la tête. Là, il s'agit d'une interaction hétérologue. Ça veut dire que même si les deux chaînes sont identiques, les deux parties, les deux surfaces de contact ne sont pas les mêmes. Là, je parlerai d'une association hétérologue avec une interaction homo-oligomère. Alors oui, surface de contact, c'est écrit sur votre diapositive, hein? D'accord, la question. Maintenant, quand je parle d'isologue, c'est la surface de contact identique, hétérologue, surface non identique. Maintenant, je suis en train de dire que ici, si on a des surfaces de contact identiques, ça ne peut se faire que pour les homo-oligomères, c'est automatique. D'accord? Vous comprenez ce que je raconte? Maintenant, dans le cas où les surfaces de contact sont différentes, ça veut dire que l'interaction est appelée hétérologue, mais ce qui est particulier par rapport à ce type de contact, c'est que ça ne concerne que ça peut concerner les interactions homo-oligomères comme hétéro-oligomères. Parce que homo-oligomère, j'avais dit que si on a deux protéines identiques, il se peut que le contact entre la protéine A et 2 ne se fait pas avec les mêmes motifs. C'est deux endroits différents, même si les deux structures sont identiques. D'accord? Et là, je parlerai d'une interaction homo-oligomère, mais hétérologue, parce que la surface de contact n'est pas la même. D'accord? Maintenant, la surface, quand je parle de structure complètement différente, je parlerai d'interaction hétéro-oligomère, et là, c'est automatique, je penserai à une interaction hétérologue.
que les deux parties de contact entre les deux structures, d'emblée, déjà, la structure globale n'est pas identique, et automatiquement, la surface de contact n'est pas identique. Mais il se pourrait que les deux protéines, même si elles ont deux structures différentes, mais que la partie de contact est la même, c'est le même motif, même s'il est localisé différemment. Mais ici, vous avez la surface de contact qui est la même. Je parlerai d'une interaction hétéro-oligomère, mais de type isologue. D'accord? Je pense que vous m'avez compris. Je ne peux pas répéter plus que Oui, ça. monsieur, merci beaucoup. Très bien. Ça, c'est par rapport à la diversité structurale. Maintenant, je vais à la diversité fonctionnelle. Alors, automatiquement, nous avons la structure, après la fonction. Ici, nous avons le système de ribosome, comme il a été donné tout à l'heure comme exemple. Alors, les protéines qui interagissent entre elles, elles doivent le faire parce que la fonction ne peut assurer qu'une fois les protéines sont ensemble. Autrement dit, les deux protéines, quand elles sont à l'état isolé, elles sont structurellement instables. Et leur stabilité structurelle est justement assurée quand elles sont en complexe. Et le réseau protéique assure une fonction. Autrement dit, la structure stabilisée mène à une fonction bien définie. La relation structure-fonction est étroite, comme on l'a toujours dit. Et du coup, l'interaction est nécessaire à la stabilité et à la fonction. Autrement dit, la stabilité structurelle est une condition pour qu'il y ait une fonction. Et cette stabilité structurelle ne peut jamais être réalisée que si seulement si les deux protéines sont ensemble. D'accord? C'est le système de ribosome, comme vous l'avez dit tout à l'heure comme exemple. Ça, c'est très facile comme diversité. Ça va? Je vais à la dernière diversité, si vous êtes d'accord. Sinon, je répète. Non, ça va, monsieur, c'est clair. Très bien. Super. Maintenant, je vais à la dernière diversité. La dernière diversité, la diversité dynamique. Et quand je dis dynamique, c'est clair, c'est le temps. C'est le temps maintenant. Regardez, j'ai parlé de diversité structurale, donc sa structure. Diversité fonctionnelle, c'est la fonction. Et maintenant, la diversité dynamique, quand je dis dynamique, c'est le mouvement. Et quand quelqu'un qui dit mouvement dit le temps. D'accord? Alors, quand je dis temps, c'est combien ça va durer ces interactions. Alors, soit nous avons des interactions permanente, ça veut dire que les deux protéines n'existent jamais à l'état isolé, et là, c'est au sein de complexes, comme le cas des interactions obligatoires, et qui sont obligatoirement permanentes. J'avais dit le cas des exemples de protéines chaperone, donc l'interaction est obligatoire, et du coup, elle est permanente. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, il y a des interactions qui sont transitoires, ça veut dire que les protéines peuvent s'associer comme elles peuvent se dissocier in vivo. Et là, ce sont les interactions qui sont non obligatoires. Antigènes, anticorps, protéines, ligands, récepteurs, ligands, récepteurs agonistes, autre chose, antigènes, anticorps, je l'ai déjà dit, enzymes, substrats. Donc, nous avons des interactions qui ne sont pas obligatoires et du coup, elles ne sont pas durables, elles ne sont pas chroniques, elles ne sont pas permanentes, elles sont transitoires. D'accord? Est-ce que ça va par rapport à ça? Est-ce que ça va jusqu'à la diapositive numéro 17? Donc, nous avons évoqué les trois diversités, diversité structurale, diversité fonctionnelle et diversité dynamique. Il faudra retenir. Chacune sur un module de facteur de transcription. Autrement dit, je prends une protéine A que j'ai fixée sur le domaine d'activation, une protéine B sur le domaine de liaison. Je répète, on va travailler sur le principe de transcription modulaire, par exemple la transcription d'une enzyme au niveau de la levure. Le facteur de transcription est composé de deux domaines, un domaine d'activation et un domaine de liaison à l'ADN. Le domaine d'activation de liaison et le domaine d'activation de liaison à l'ADN doivent se lier entre eux pour former ce qu'on appelle un facteur de transcription. Autrement dit, pour qu'il y ait cette interaction, pour qu'il y ait cette formation de facteur de transcription, je vais faire quoi? Je vais fixer une protéine A sur ce domaine et une protéine B sur un autre domaine. Quand les protéines A et B se lient entre elles, interagissent entre elles, il va y avoir interaction, formation de domaine d'activation et de liaison ADN. Et dans ce cas, il y aura une expression de produit de transcription si les protéines, bien sûr, interagissent entre elles. Alors, je ne vais pas lire tout ça, je vous laisse le lire chez vous tranquillement, mais je vais faire le schéma qui est plus explicite. Ici, vous avez le domaine de liaison à l'ADN
d'activation de l'ADN. Ici, vous avez le domaine de binding, domaine binding ou domaine de liaison à l'ADN. Alors, ici, c'est le facteur de transcription de l'enzyme galactosidase, donc GAL4P. Alors, ici, ce facteur de transcription, au début, au repos, les deux domaines ne sont pas liés. Et une fois qu'ils sont liés, ils transloquent au niveau du noyau. Les deux domaines vont on parle de dimérisation de protéines. Cette dimérisation de protéines, ça veut dire que les deux monomères s'associent entre eux pour former un facteur de transcription fonctionnel qui va agir, stimuler, alerter le promoteur de l'ADN au niveau de l'ADN qui code pour la galactosidase, qui va justement alerter le rapporteur pour donner un signal physiologique, ça veut dire l'expression de la protéine. Est-ce que vous avez compris ceci avant d'avancer? Ça, je n'ai défini qu'un facteur de transcription. Avant d'avancer, est-ce que vous avez compris cette histoire de description de facteur de transcription? Non, je n'ai pas compris, monsieur. Je répète, ça, c'est une définition d'un facteur de transcription. Le facteur de transcription, c'est quoi? Nous avons deux domaines. Et le facteur de transcription, vous entendez parler de facteur de transcription appelé NF-κB? Est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. Alors, le NF-κB, par exemple, est un facteur de transcription composé de deux protéines, ou bien de deux domaines, d'accord? Au début, quand il est au repos, il n'y a pas de simulation. Les deux protéines les deux domaines sont libres, ne sont pas interconnectés, d'accord? Vous comprenez ce que je raconte? Les deux domaines de facteur de transcription NF-κB sont libres, ne sont pas liés. Quand ils sont liés, ils vont transloquer d'abord. Pour qu'ils soient liés, ils vont transloquer au niveau du noyau et ils vont s'associer ensemble pour former un facteur de transcription actif, c'est-à-dire fonctionnel, qui va agir au niveau de l'ADN pour exprimer, par exemple, les cytokines ou autres protéines. D'accord? Alors ici, nous avons deux domaines. D'accord? Donc le domaine appelé domaine d'activation de l'ADN et un domaine de liaison à l'ADN. Alors, le domaine qui est en vert, il va se lier au niveau de l'ADN et l'autre, il va activer le protéine, l'ADN. D'accord? Alors, quand il y a association de ces domaines, je parlerai de facteur de transcription, par exemple, NF-κB, fonctionnel. Autrement dit, le domaine en jaune ici ne peut activer le rapporteur d'une enzyme ou d'une protéine que si, cette fois-ci, le domaine de liaison de facteur de transcription est fixé sur le promoteur. Vous avez compris ceci ou non? Ah oui, monsieur. C'est-à-dire que AD est dépendant de BD, domaine BD. Oui, c'est ça. Vous avez deux domaines qui sont, une fois libres, il n'y a aucune fonction. Pour qu'il y ait fonction, les deux domaines s'associent. Je parle d'une protéine fonctionnelle, d'un facteur de transcription actif. Alors, pour cela, pour que le domaine d'activation de rapporteur au niveau de l'ADN agisse, il faut que le domaine de liaison se lie au niveau de promoteur, au niveau de l'ADN, d'accord? Alors, une fois il y a fixation de ce domaine, et cette fixation ne peut se faire que si seulement si il y a le facteur de transcription qui est actif. Ça veut dire qu'on a besoin, par exemple, nous avons une inflammation. On a besoin de libérer des cytokines inflammatoires. Alors, les cytokines inflammatoires au niveau des macrophages ou des lymphocytes T ou B, ici, ou les monocytes, là, nous allons avoir ce facteur de transcription qui est formé, qui est activé, qui va se transloquer au niveau de l'ADN pour justement alerter le code, le promoteur qui agit, qui exprime les cytokines 6, par exemple, l'interleukine 6 inflammatoire. Et là, pour qu'il y ait ceci, il faut que le domaine de liaison à l'ADN de ce facteur de transcription qui se lie sur l'ADN, après, il va y avoir expression ou activation de la partie appelée rapporteur ou codon de la cytokine IL6, et celle-ci, elle ne peut se faire que si seulement si le facteur d'activation ou le domaine d'activation a justement alerté le rapporteur, et ceci ne peut se faire que si et seulement si le facteur la partie domaine de liaison à l'ADN est bien sûr lié au promoteur. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire dans la technique double hybride? Nous allons prendre ces deux domaines de liaison de l'ADN et de l'activation à l'ADN, sur lesquels séparément, à l'état de repos, nous avons dit que les deux protéines sont libres. Sont à l'état libre, ça veut dire que le facteur de transcription n'est pas fonctionnel. Alors, s'il n'est pas fonctionnel, ces deux domaines sont distincts, sont libres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer deux protéines, X et Y. Vous y êtes avec moi, j'espère.
Je suis sur la présentation, je ne regarde pas votre chat. Il faut parler ou bien je reviens. Alors, ici, nous avons schématisé deux protéines en vert, en bleu et en rouge. Alors, la rouge, c'est X et en bleu, c'est Y. Alors, on a fixé la protéine Y sur le domaine d'activation de ce facteur de transcription et sur le domaine de liaison à l'ADN, nous avons fixé une protéine X. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Si jamais il y a interaction entre protéines X et Y, donc l'interaction va rapprocher les deux domaines d'activation au domaine de liaison. Et dans ce cas-là, le domaine de liaison, en se fixant sur le promoteur, il va permettre à l'autre domaine d'activation de justement alerter, stimuler le rapporteur, il va y avoir signal. S'il y a une réponse enzymatique, parce que nous avons dit galactosidase, s'il y a la galactosidase qui est là, elle va agir sur son substrat, il va y avoir une coloration. Cette coloration indique que les deux protéines X et Y ont interagi entre elles, étant donné que le facteur de transcription est fonctionnel. Est-ce que vous m'avez compris, oui ou non? Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Ou je répète? Monsieur, l'apparition de couleurs indique la liaison, le fonctionnement des deux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Regardez ici ce schéma, c'est encore plus facile à comprendre. Alors ici, nous avons TF pour facteur de transcription. Nous avons domaine d'activation de l'ADN et domaine de liaison à l'ADN. Alors ici, le domaine d'activation de l'ADN et le domaine de liaison à l'ADN, une fois ensemble, il va y avoir l'ARN messager, donc le rapporteur qui va exprimer la protéine. Là, nous aurons une couleur bleue. Quand il n'y a pas expression, la couleur reste transparente ou blanche. Ça veut dire qu'au niveau, quand je fais sur une boîte de pétri, je fais une culture de levure, je ne trouve pas d'expression. D'accord? Dans le cas maintenant où je fixe une protéine 1 ici en violet, demi-cercle croissant, au niveau du domaine d'activation, et une protéine 2 en bleu, demi-cercle, qui se lie au domaine de liaison, il va y avoir que rapprochement de ces deux domaines. Et quand il y a rapprochement de ces domaines, ça veut dire que la protéine 1 c'est interagit avec la protéine 2. Il va y avoir réaction positive, la coloration est bleue. Ça veut dire que le galactose est libéré suite à l'effet de la galactosidase. Et bien sûr, au niveau in vitro, ici, ça a commencé in vivo et après on est parti à in vivo. In vitro pour voir la coloration. Et la coloration ici indique qu'il y a une expression de la protéine, de l'enzyme qui dégrade, qui génère la galactosidase, le galactose, suite à l'expression de la galactosidase, et cette galactosidase a été exprimée suite à la fonctionnalité de facteur de transcription qui est rendue justement fonctionnelle grâce à l'interaction entre ma protéine 1 et ma protéine 2. Maintenant, si je mets une protéine 3 qui n'a rien à voir avec la protéine 1, celle-ci, elle ne va pas se fixer sur la protéine 1, et du coup, les deux facteurs, le facteur transcriptionnel n'est pas fonctionnel, étant donné que le domaine d'activation et le domaine de liaison ne sont pas liés, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de réaction, la réaction est négative, donc il n'y a pas de coloration. Et du coup, le système hybride, pourquoi il est appelé double hybride? Parce qu'au début, j'ai un facteur de transcription qui n'est pas fonctionnel, ces deux domaines sont distincts, et le double hybride, ça veut dire que j'ai rajouté une protéine ici, au niveau du domaine d'activation, et j'ai rajouté une protéine 2 au niveau du domaine de liaison. Et là, l'hybride 1 et l'hybride 2, on parle de double hybride. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va par rapport à la technique appelée in vivo ou double hybride? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Je m'excuse, mademoiselle Nefissa Adjadi, si vous avez perdu la connexion pour 20 minutes. On ne peut pas répéter pour 20 minutes. D'accord? On est vers la fin de la première technique. Il y a 4 techniques à faire. Peut-être la semaine prochaine en présentiel, si vous êtes là. Généralement, vous êtes toujours là et assis en première rangée, première table. Redemandez-moi. Nous allons, elle quitte encore. Nous allons reprendre cette technique pour vous. D'accord? Voilà. Monsieur, la couleur dans cette technique, toujours est bleue. Non, c'est un code couleur. Bleu, ça peut être une autre couleur. Ça dépendra du chromogène que vous avez utilisé. Quand il y a coloration, pas forcément bleu, quand il y a coloration, la réponse est positive.
Quand il n'y a pas coloration, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction protéine-protéine. Donc, indirectement, par le biais de construction d'un facteur de transcription, nous avons pu déterminer l'interaction protéine-protéine. Quels sont les avantages de cette technique? L'avantage majeur, c'est que les interactions sont décelées in vivo et elles peuvent être de faible affinité. Ça veut dire que on peut récupérer. Si elles sont de forte affinité, c'est un problème. D'accord? Donc, on n'a pas besoin, dès qu'il y a une petite affinité entre protéines 1 et 2, ça marche. Si maintenant la nécessite une forte affinité, ça peut ne pas marcher cette technique si l'affinité n'est pas importante et faible. L'inconvénient majeur de cette technique, c'est qu'elle ne peut pas être réalisée pour les protéines membranaires. Vous avez vu que maintenant, les protéines, elles doivent être solubles. Si elles sont membranaires, on ne peut jamais les détecter parce qu'elles sont dans une membrane. D'accord? Est-ce que ça va? Maintenant, malheureusement, cette technique, avant d'aller à la technique 2, il y a des faux positifs. Il y a des faux négatifs. Les faux positifs, ça veut dire qu'il y a une réaction positive, il y a une coloration, alors que l'interaction entre ma protéine X et Y n'a pas eu lieu. Imaginez par exemple la protéine X, APA, c'est la protéine APA, c'est la protéine qui doit attirer l'autre protéine appelée, qui est attirée par la protéine appelée l'hameçon, donc APA, possède une activité d'activation de la transcription. Je répète, si vos protéines X possèdent une activité d'activation de transcription. Donc, on n'a pas besoin que... Elle se fixe sur le domaine de liaison. Si elle-même a cette activité d'activation de facteur de transcription, ou bien de l'ADN, il va y avoir une réaction positive sans qu'il y ait protéine Y. Vous avez compris le premier cas? Non, je n'ai pas compris. Regardez, ici, nous avons une protéine, nous avons la protéine 1 qui va se lier au niveau de l'ADN, de la domaine d'activation, d'accord? Et la protéine 2, elle va se lier au niveau du domaine de liaison. Alors, imaginez votre protéine 2, elle-même a édoué d'une activité similaire au domaine d'activation. Vous m'avez compris ou pas? La protéine 2 a une activité appelée domaine activation de l'ADN. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de ce domaine pour qu'il y ait réaction positive. Ça veut dire que le domaine de liaison avec la protéine 2 forme l'équivalent de facteur de transcription. Il va y avoir une activité positive sans qu'il y ait interaction avec la protéine 1. Vous comprenez ou je répète? Ah, c'est bon, c'est clair. C'est un faux positif. Ça veut dire qu'un résultat positif qui met faux. Il n'y a pas d'interaction entre protéines 1 et 2. C'est parce que 2 avait cette activité d'activation de l'ADN. D'accord? Inversement, on va inverser tous les cas de figure. On peut avoir, par exemple, la protéine 1 qui a la capacité de se lier au domaine à l'ADN. Et du coup, dès qu'elle se lie, il va y avoir le domaine d'activation qui va activer. Et du coup, on aura une réponse aussi fausse positive. D'accord? Et là, je ne vais pas énumérer tous les cas de figure, mais vous allez les regarder à tête reposée. Vous allez voir qu'on peut avoir plusieurs cas de figure où on peut avoir les faux positifs. Je n'ai donné 2 exemples. Vous pouvez avoir toutes les combinaisons. Vous les regardez chez vous. Si jamais vous ne comprenez pas un cas, vous me le dites la semaine prochaine en présentiel. Ça serait mieux. D'accord? Vous m'avez entendu, oui ou non? Oui, monsieur, d'accord. Ça, c'est concernant les faux positifs. Maintenant, les faux négatifs. Les faux négatifs, c'est quoi? Ça veut dire que la réaction devrait se faire, mais elle ne s'est pas faite parce que il y a un problème quelque part. Ça veut dire que l'interaction entre protéine 1 et 2 doit se faire, mais elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a un problème de repliement. Et s'il y a un problème de repliement, ça veut dire qu'il n'y a pas une reconnaissance de la structure active entre la protéine 1 et la protéine 2. Il y a par exemple des modifications post-traditionnelles qui ont eu lieu, qui ont fait que la protéine 1 et B ne se lient pas entre elles-mêmes. Il y a un problème de modification post-traditionnelle. Comme ça peut être un problème d'expression des protéines chez la levure. Ça veut dire que même s'il y a interaction, l'ARN messager n'a pas transcrit les protéines. Donc, il y a un problème. On n'a pas un résultat positif parce qu'il y a un problème de transcription et non pas d'interaction. Maintenant, quelles sont les applications pour ce modèle appelé double hybride? Donc, premièrement, de mettre en évidence les interactions protéine-protéine. Ça, la première application. Deuxième chose, c'est d'identifier les mutations qui affectent les liaisons. On vient de dire qu'il se pourrait que les interactions ne peuvent pas avoir lieu. Et si elles ne peuvent pas avoir lieu, alors qu'elles devaient avoir lieu, justement, là, on a dit qu'on peut
prédire la présence de certaines mutations au niveau de site d'interaction. Et si ces mutations sont là, ça veut dire que la réaction est négative. Et là, je peux identifier ces mutations. Comme je peux identifier les domaines de la protéine qui sont impliqués dans la liaison, donc c'est la surface de contact, on l'avait appelé comme ça tout à l'heure, et aussi on peut identifier de nouveaux partenaires qui interagissent avec le principe actif ou avec la protéine. Maintenant, j'ai une protéine X, j'ai une protéine Y que je ne connais pas, ou bien l'inverse, j'ai une protéine A, j'ai une protéine X que je ne connais pas. Je vais voir est-ce qu'elles interagissent entre elles. Là, je vais faire le double hybride et j'aurai découvert que maintenant, une protéine X se fixe avec ma protéine A. Ainsi, on a fini la première technique. Je finis avec ceci parce qu'il est exactement 10 heures. Je vous libère pour faire votre cours avec Madame Mendy. Je vous reçois à 11h35. Alors, je regarde juste la dernière question de M. Sahraoui et je vous libère. La protéine 1 joue le rôle de domaine d'activation dans l'interaction. Qu'est-ce qu'il raconte là? Voilà, on aura le facteur de transcription formé sans qu'il y ait le domaine d'activation, parce qu'elle a été remplacée par la protéine A qui justement a ce rôle. Je vous remercie, j'espère que vous avez compris, même si j'étais très speed, je suis vraiment désolé. J'espère que grossièrement le message est passé et nous allons faire les 3 techniques qui restent pour 1h30 entre 11h35 et midi et 5 minutes. Je vous souhaite un très bon cours avec Madame Mendy. À tout à l'heure. Au revoir. Merci.